Ah bah sur l'Ukraine, depuis 2 ans et demi, je pense que c'est guignol, quoi. Je veux dire, on est dans une description soi-disant de ce qui se passe dans le conflit ukrainien. Je parle même pas des origines, je parle même pas de les forces ukrainiennes qui étaient à l'attaque une semaine avant que la Russie n'entre, de la unprovoked aggression qui est c'est quand même une énormité. Je ne parle même pas de tout ça, je parle de la description au jour le jour de l'évolution du conflit. On a l'impression qu'on est une agence au service des forces spéciales ukrainiennes ou des services ukrainiens, je ne sais pas. C'est grave, c'est très grave. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact avec Pépère Stéphane qui a mis ses lunettes pour la présentation. Les derniers mois, on le sait, ont été assez fertiles en rebondissements, souvent assez anxiogènes dans la grande actualité internationale. On est aujourd'hui à plus d'1 an depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Les tensions avec l'Iran et les risques qui sont associés à ces tensions sont à un sommet. Le Liban est peut-être au bord d'une nouvelle guerre civile. Le conflit en Ukraine est loin d'être solutionné. Tout ça alors que les États-Unis sont à quelques jours de se choisir un nouveau président. Je vous entends respirer, Caroline Galactaros, parce que c'est vrai que le bilan des derniers mois, sinon des dernières années, est assez lourd. Vous êtes géopolitologue, ancienne directrice de séminaire à l'école de guerre. Vous avez fondé un think tank, comme on dit ici, Géopragma, et on peut vous entendre sur votre chaîne YouTube Paix et guerre, et non pas Guerre et paix, variation sur le grand titre de Tolstoï. Bonjour, bienvenue. Merci de me recevoir, Stéphane. C'est un grand plaisir d'être ici. Partagé. Alors, si j'ai chaussé les lunettes, c'est parce que je voulais retourner spécifiquement à mes notes pour vous présenter, parce que j'ai fait mes devoirs et découvert, en consultant votre fiche Wikipédia, que vous diffusiez la propagande du Kremlin. Voilà, et qu'on citait même le Canard enchaîné pour dire que vous étiez une poutinophile impénitente. C'est pas que ça m'a surpris, mais j'ai l'impression que nous vivons aujourd'hui un peu dans ce monde où toute parole divergente est suspecte, et dans votre cas, donc, poutinologue, parce que vous ne pensez pas comme la plupart de ceux qui nous instruisent sur l'ordre du monde dans lequel nous vivons? Mais justement, c'est parce que ceux qui prétendent nous instruire détruisent en fait les capacités que l'on pourrait avoir de comprendre cette situation qui est complexe, qui aurait besoin d'être sans arrêt contextualisée pour être bien vue dans toutes ses ramifications. Et donc forcément, c'est tellement plus simple de faire du manichéisme, de donner dans la polarisation et de rejeter sur des marges tous les individus qui prétendent avoir une position sinon neutre ou objective, puisqu'encore une fois, l'objectivité n'est pas de ce monde, l'objectivité totale n'est pas de ce monde. En revanche, le fait d'analyser une situation, c'est de moins en moins manifestement le sujet pour les grands médias et pour beaucoup d'autres institutions, au-delà des médias d'ailleurs. Vous avez déjà reçu de l'argent de Moscou? Jamais, évidemment. Vous avez des amitiés influentes qui pèsent sur votre capacité à réfléchir? Ah, certainement pas. Alors, comment expliquer qu'on puisse... parce que ça ressemble à une espèce de procès ad hominem où on dit... c'est de la calomnie, c'est de la diffamation, c'est une manière d'essayer de me faire taire, en fait. Mais comme d'autres, je ne suis pas seule dans ce cas-là. Mais voilà, c'est peut-être, je dirais pas que c'est parce que je suis une femme qu'on essaie particulièrement, peut-être. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. On pourrait dire mais aussi. Mais aussi, oui, mais aussi. En plus, c'est une femme. Alors, quelles seraient les lignes, je les soupçonne, à ne pas transgresser? Et qu'avez-vous dit depuis probablement, j'imagine, 2 ans? Parce que si vous êtes une poutinologue, c'est certainement dans le contexte de la guerre avec l'Ukraine. Oui, à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Mais il s'est passé quelque chose dans le paysage médiatique, intellectuel et même politique français. C'est-à-dire qu'il est devenu absolument impossible de concevoir ce conflit comme autre chose qu'une agression caractérisée à partir de zéro, alors qu'il n'y avait aucune raison. Aucun antécédent. Aucun contexte, aucune histoire, rien de la Russie sur cette malheureuse Ukraine, et qu'en conséquence, toute réaction face à cela
étaient occidentales, hein, américaines, européennes, françaises, etc., étaient par définition légitimes et justifiées. Quand on connaît tout l'historique, comme moi, de ce conflit, on voit bien que l'enchaînement des événements et la séquence est infiniment antérieure au coup de tonnerre du 24 février 2022. Et même à 2014, parce qu'on Et même à 2014, et même à 2004-2005 avec la Révolution orange. C'est une très vieille histoire. Et même aux années 90. Tout ça, ça a commencé à la fin de la guerre froide, avec des promesses non tenues envers les soviétiques qui étaient en passe de ne devenir que des Russes, par les Américains, et puis surtout un processus jamais clos d'extension de l'Alliance Atlantique jusqu'aux frontières de la Russie. Mais plusieurs contestent ce scénario en disant c'est tout à fait légitime que des pays veuillent se joindre à nous et que ceux-ci soient des nouveaux membres de l'OTAN, ravis et contents de participer à cette grande fête occidentale ou atlantiste, et que ce n'est pas une raison pour que la Russie ait sauvagement, du jour au lendemain, décidé d'attaquer l'Ukraine. Alors, sur ce principe, c'est-à-dire que chacun devrait pouvoir... Est libre. C'est vrai. Devrait pouvoir choisir ses arrangements de sécurité comme il le souhaite. Mais la sécurité, c'est pas choisir une paire de chaussures plutôt qu'une autre. Hein. C'est quelque chose qui concerne tous les Européens et à la fin de la guerre froide, qui a concerné toute la structuration et le maintien, surtout, d'une sécurité européenne et donc d'un équilibre dissuasif. Il y a eu à l'époque, à la fin de l'année 1990, une grande réunion qui a donné lieu à un document qui s'appelle la Charte de Paris, dont le principe, qui réunissait tout le monde, hein, c'était dans le cadre de l'OSCE à l'époque, et qui donc réunissait les Américains, les Russes, tous les autres pays, toute l'Europe, etc. Le principe de cette charte, qui est un principe d'une grande logique, c'est l'indivisibilité de la sécurité européenne. Bon, c'est-à-dire... On ne peut pas donc opposer un acteur à un autre. Tout le monde est, par définition, pris à se tenir par la barbichette. Voilà, on se tient par la barbichette et on n'étend pas sa sécurité ou ses structures de sécurité aux dépens des autres. Voilà, donc on tient compte des positions des autres. Après, il y a une réalité géographique. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est pas... Déjà, il y a eu plusieurs vagues à partir de 1999 d'extension de l'OTAN, qui a grignoté les anciens satellites, qui effectivement le souhaitaient, avaient de mauvais souvenirs. Je pense aux pays baltes particulièrement. Aux pays baltes, les Polonais, enfin bon bref, tout le monde a fini par venir. Et dès 2000, il y a eu la Géorgie, donc on a commencé à essayer déjà de déstabiliser un petit peu la Russie dans des abords assez proches. Bon, bien sûr, le récit officiel, c'est que c'est la Russie qui a voulu prendre la Géorgie. Bon, ça s'est réglé en 3 jours, là ça a été assez clair, les Géorgiens ont commencé à entrer, les Russes ont réagi, hop, on a vite trouvé un petit accord pour arrêter les dégâts. Mais l'Ukraine était depuis le début, parce que l'Ukraine, c'était une puissance qui avait des armes nucléaires. Et on l'a désarmée d'ailleurs, cette Ukraine. On l'a désarmée, les armes nucléaires ukrainiennes sont reparties en Russie contre la préservation de la souveraineté des frontières de l'Ukraine. Donc c'était, je renonce, je me dénucléarise, entre guillemets, et en échange, ma souveraineté est préservée. Donc ma neutralité est préservée. Bon. Et que se passe-t-il à partir de 2007 ? Vladimir Poutine, qui sent bien la pression qui vient de notre côté, du côté de l'OTAN, explique des évidences, mais enfin il les explique. Et met en garde à plusieurs occasions aussi. Il met en garde à Munich, partout, ça a été dit sur tous les tons et par tout le monde. À une époque où il y avait un G8, c'est-à-dire qu'on a conçu, non seulement conçu, on a fait en sorte d'être le G7 aux côtés de la Russie. Absolument. Pendant de nombreuses années. On oublie aussi que l'éventuelle participation de la Russie à l'OTAN a déjà été évoquée par Vladimir Poutine. Mais c'est ça la grande... Moi, quand j'ai commencé à écrire dans le public, un de mes premiers articles, sinon le premier, je crois, c'était le dépit amoureux de la Russie vis-à-vis de l'Occident.
C'est-à-dire qu'il y a eu, après une décennie catastrophique, une décennie des années 90, dramatique du point de vue des équilibres russes et de la société russe surtout, mais qui pour nous était une décennie d'euphorie où on s'imaginait qu'on allait rendre la Russie un petit bout, une nouvelle Europe ouverte à nos intérêts, ouverte à nos prédations, etc. On a essayé de faire tout ça, on l'a fait. On l'a fait notamment grâce à la personnalité très particulière de Boris Yeltsin, qui était un président, on va dire, conciliant avec l'Occident, pour être gentil. Bon, et après, à la fin de cette cette décennie 90... Calamiteuse pour les citoyens russes. Calamiteuse socialement, calamiteuse pour tout, à part pour la toute petite frange des oligarques de l'époque, qui étaient très en lien d'ailleurs avec l'Occident, et qui, eux, ont fait des fortunes colossales, qui sont d'ailleurs les premiers que Poutine a mis au pas quand il est arrivé au pouvoir. Finalement, il y a eu la Yougoslavie, donc ça c'était mon sujet, mon métier à l'époque, l'évaluation voilà, de tout ce qui concernait le conflit yougoslave. Il y a eu donc cette fameuse guerre dite du Kosovo, qui était en fait une guerre contre la Serbie, qui était l'élément récalcitrant de ce nouvel ordre en train de se mettre en place, de cette hyperpuissance américaine, comme disait Hubert Védrine à l'époque. Et donc les Russes, là, n'étaient pas en état de venir au secours de leurs frères serbes. Et on voit aujourd'hui que ça aussi, ça backlash, ça aussi c'est un boomerang, parce que la Serbie aujourd'hui est dans une autre phase et elle a des dirigeants qui comprennent quand même ce qui est en train de se passer et ont vis-à-vis de la Russie une position beaucoup plus calme et beaucoup plus raisonnable que beaucoup d'Européens. Bon, voilà. Bon. Vous dites calme et raisonnable par rapport à d'autres Européens. Nous entendrons certaines personnes en disant, mais peut-on être calme et raisonnable avec un adversaire aussi redoutable que Vladimir Poutine? Et je réalise, en vous posant la question, en fait, je le sais, qu'il est tenu pour acquis, qu'il est de bon ton de ne se soucier que de nos intérêts. Oui. Alors, les intérêts de la Russie ne sont peut-être pas les miens, les intérêts de la Chine ne sont peut-être pas les miens, mais ce sont des puissances qui ont, à leurs propres yeux, des intérêts géopolitiques, géostratégiques, avec lesquels je dois me faire à l'idée que je dois composer. Ouais. Bien sûr, il faut composer. Les préoccupations sécuritaires des autres sont aussi légitimes. Voilà. Donc, mais alors, est-ce qu'on est aveugle de ce point de vue-là? C'est-à-dire qu'on en est venu à assimiler l'idée atlantiste comme étant la seule idée raisonnable? Mais absolument, parce que nous sommes dans une espèce de volonté, mais qui me paraît aujourd'hui de plus en plus à la fois délirante, suicidaire et sans issue. Ah oui, suicidaire. Oui, parce que nous sommes en train de nous affaiblir. Je vais vous expliquer. Nous sommes en train de nous affaiblir considérablement. Nous étant l'Occident. Nous, l'Occident. Moi, je me considère comme une occidentale, une française, une européenne, etc. Bon, je suis très patriote, oui, c'est certain, mais je considère que je fais partie de l'Occident. Et d'ailleurs, la Russie de Poutine considérait, et a longtemps considéré, qu'elle était une puissance européenne et un morceau d'Occident. Et c'est ce qu'elle est aussi. Ce qu'elle est géographiquement, ce qu'elle est parce culturellement. Qu'elle est aussi asiatique. Elle est asiatique, c'est une puissance eurasiatique, c'est le plus gros pays du monde, il faut quand même pas l'oublier. Hein. Bon. Donc, j'en reviens au fait que nous sommes dans une crispation d'un ordre ancien qui meurt d'une manière absolument flagrante, manifeste. Le monde entier le voit. Il n'y a vraiment que nous qui ne comprenons pas que l'ère de l'unipolarité, l'ère de l'hégémonie et de la prétention hégémonique, non seulement américaine, mais avec l'Europe derrière, l'Europe en bon petit soldat derrière. Tout ça, c'est terminé. Le monde a changé. La Russie de 2020, même à partir du début de la décennie 2010, n'a plus rien à voir avec la Russie de 1991. La Chine, il y a bien longtemps qu'elle est éveillée. Hein. Le livre « Quand la Chine s'éveillera », bon, ça y est, là, maintenant elle est en pleine forme, et bien, les yeux grands ouverts. Bon, donc le monde a complètement changé et nous persistons... Ce qui n'est pas un jugement de valeur que vous rendez sur la Chine ou la Russie et leur système politique. Non, parce que quand on fait de la géopolitique, comme on devrait la faire, c'est-à-dire de manière réaliste, de manière pragmatique, et si vous écoutez d'ailleurs aux États-Unis les grands pragmaticiens, les grands réalistes américains, les Mearsheimer, les autres,
on ne s'intéresse pas à la question des régimes. On commence par étudier les États tels qu'ils sont, avec le régime qu'ils ont. C'est valable pour l'Iran, c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour la Turquie, c'est valable pour nous, c'est valable... voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas cette volonté, ce biais intellectuel qui consiste à voiler notre raisonnement par un a priori politique de conviction sur le thème, mais il n'y a que la démocratie à l'occidentale qui soit valable pour la planète entière. Ah bon? Tout ça, c'est... Un voile moral, presque? Oui, bien moralisant, en tout cas moralisant. Généralement, c'est de la moraline. C'est de la totale moraline et c'est totalement aujourd'hui inaudible pour une grande partie du monde. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec l'Afrique. C'est inaudible parce que tous nos actes, pendant toute cette période dite d'Occident en majesté, si vous voulez, qui a suivi la guerre froide, si on va jusqu'au printemps arabe, mettons, qu'est-ce que ça a donné? En quoi avons-nous mis en pratique les principes de développement, de partage... Du gagnant-gagnant, quoi. Voilà, du gagnant-gagnant, de la démocratie, gna-gna, les femmes, tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a détruit le Moyen-Orient, hein, on a détruit tous les grands États, multiconfessionnels, multiethniques, pas les autres qui avaient des régimes autrement plus durs encore, pas les autres. Alors vous pensez à l'Irak? L'Irak, la Libye, la Syrie. L'Irak, la Libye, la Syrie, 3 grands pays extrêmement riches en hydrocarbures, 3 grands pays dont les leaders, dont on peut penser ce qu'on veut. Moi, je suis gaullienne, donc si vous voulez, moi, les régimes, pas mon sujet, c'est les États qui comptent. Je ne vais pas aller leur expliquer comment ils doivent faire, comment je peux aider, je peux proposer, je peux dire que nous avons d'autres principes, mais les imposer, mais c'est la recette de l'échec. Et c'est la recette à la fin de la perte d'influence. Parce que ça, c'est net, aujourd'hui, il y a une alternative et tous ces États se jettent dans cette alternative. Et on pourrait ajouter que dans une perspective intéressée de combat au terrorisme et à l'intégrisme, l'Irak, la Libye étaient peut-être, mutatis mutandis, des alliés. Mais c'était absolument des alliés. Et ça n'est pas un hasard. Moi, je ne suis pas... Alors, on va me dire, c'est pas du complot, hein, c'est juste l'observation des faits. Comment cet islamisme radical, ultra-violent, et qui aboutit à la fin à des attentats sur le sol des pays européens et ailleurs, d'où ça vient, tout ça? Qui les a créés, tous ces gens? Qui les a armés? Qui les a entraînés? Qui les a laissés faire? Qui les a transportés? Qui les a soignés? Je veux dire, il y a un moment où l'hypocrisie devient totalement... c'est trop lourd, en fait. Alors, vous le dites avec conviction, sans détour, et j'entends tout de suite la réaction défensive de certains de ceux qui nous écoutent en disant « Mais ce n'est pas comme ça que le monde est fait. Ce n'est pas comme ça. » Non, mais... Oui. Peut-être parce que, alors je ne sais pas si vous avez la vérité, mais vous avez certainement un regard différent. Et je me pose des questions sur notre capacité à intégrer cette information divergente parce que de plus en plus, on se méfie de nous-mêmes, on ne veut pas entendre. Je suis dans le méta présentement et on continuera sur l'analyse que vous faites, mais ça me semble important. C'est très important. On va se boucher les oreilles même des fois, plutôt que d'entendre quelque chose qui pourrait nous amener à faire un pas de côté et à penser autrement ou à voir les choses autrement. Parce qu'il y a le risque, si on le pense, de le dire un jour. Oui, et d'avoir... Et de se compromettre. Et de se compromettre, ou alors d'avoir à adopter une posture, à un moment donné, de cohérence intellectuelle. Alors, où est la plus grande incohérence en ce moment? La plus grande incohérence pour moi, c'est que cette posture que vous décrivez très bien, c'est celle du déni. C'est un déni. Nous sommes dans le déni du réel, total. Je lisais hier remarquez, c'est bien parce que tout est tellement tragique, de temps en temps, on peut rire. Bon. De temps en temps, on lit des articles, même des titres d'articles. On se dit, mais c'est pas possible. Mais comment peut-on écrire le titre d'un article comme ça aujourd'hui ? Nous avons par exemple un sommet qui vient de se clore à Kazan, en Russie, qui a réuni en gros la moitié de la planète,
peu près, hein, 35 à chefs la d'État. louche. Voilà, 35 chefs d'État. Donc celui des BRICS, qui n'est pas du tout une OTAN du Sud collectif, comme on veut le dire. C'est une association. C'est une association ultra puissante et ultra attractive. Et aux intérêts pas toujours convergents. C'est-à-dire qu'entre l'Inde et la Chine, c'est pas toujours l'harmonie. Il y a même du rififi à la frontière. Mais absolument. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est précisément cette espèce de souplesse interne, structurelle, qui fait partie de la structure, et que les dirigeants initiaux des BRICS sont tous bien d'accord pour maintenir. Russie, Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud. Bon. Qui s'est voilà. joint Plus 5 autres, et c'est là que ça devient très intéressant, et c'est là qu'on se rend compte que le danger, puisqu'on évoquait le danger de cette posture de déni, est suicidaire. Pourquoi ? Mais parce qu'on est... c'est comme si on essayait de mettre un drap noir vis-à-vis de toute la réalité qui en fait nous entoure. On se met nous-mêmes dans une bulle et on persiste à expliquer que c'est notre bulle qui a la vérité révélée. Et l'article auquel vous faisiez référence sur cette négation du réel, parce qu'on s'en est parlé à micro fermé, et ça m'a aussi marqué, tellement que j'en ai fait une chronique plus tôt la semaine dernière, où je disais, mais on s'est indigné de la présence du secrétaire général des Nations unies, je pense que c'est l'article auquel vous référez, tout à fait, à ce rassemblement de chefs d'État qui regroupe plus ou moins 50% de la population mondiale. Donc, alors, le secrétaire général des Nations unies, déjà, il est censé s'intéresser à la planète entière. Hein. Ce qu'on appelle, nous, la communauté internationale, c'est en fait l'Occident. C'était déjà le cas dans les années 90 dans les Balkans. On essayait déjà d'expliquer que c'était la communauté internationale, c'est-à-dire le regroupement de ceux qui ont le droit de parler pour tous les autres. Là, c'est un peu terminé. Et c'est un article qui explique Antonio Guterres est allé à Kazan et il a rompu l'isolement de la Russie sur la scène internationale. Et alors là, on se pince, parce que s'il y a bien une chose que vient de démontrer, parmi tellement d'autres démonstrations, mais enfin, au moins celle-là, elle était énorme. Mais on n'en parle pas dans nos journaux, on n'en parle pas quasiment pas sur nos médias en France. S'il y a bien une chose qui a été démontrée là, c'est que la Russie n'est vraiment pas isolée. La partie du monde qui est en train de s'isoler de tout le reste, c'est nous. C'est l'Occident qui est en train de s'isoler. Et plus il fera semblant de ne pas comprendre ce qui se passe autour, de prétendre pouvoir renverser une vapeur géopolitique globale, c'est un shift, c'est une mutation tectonique, en fait, de l'ordre international qui est en cours. Ça a commencé il y a 10 ans, moi j'en parle depuis 2015. Bon. Il y a une accélération présentement ? Il y a une accélération dont nous sommes à l'origine, comme d'habitude. C'est là qu'on se dit qu'on est suicidaire. C'est que ce qui s'est passé avec la Russie depuis février 22, la manière dont on est monté à la guerre, et dont elle a fait la faute, dont elle est entrée, et dont depuis elle se renforce colossalement. Est-ce que ce ne serait pas tombé dans un piège en choisissant de laisser tomber les gants et d'aller se battre, mais à poings nus? Mais parce que les Russes ont considéré, d'après tout ce qu'on peut lire, comprendre, connaître de leur mentalité, de leur manière de réfléchir, que ça devenait existentiel. Des bases de l'OTAN nucléaire en Ukraine, c'est une menace vitale sur le territoire russe, c'est frontalier. Et c'est pas une petite frontière, c'est pas Kaliningrad et autour, c'est gigantesque. Donc c'est la réduction par 2 du temps de réaction russe face à des frappes de missiles. Potentiel. C'est potentiel, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui planifient la sauvegarde d'un État, la mise en sûreté d'un État, il y a un changement de paradigme. C'est un peu, ça ne peut pas être toléré. Et à vrai dire, si demain on veut faire la paix, il y a une chose, toujours la même. Le truc qu'essaient d'expliquer les Russes sur tous les tons, c'est la neutralisation de l'Ukraine. Et moi j'ai toujours dit que l'Ukraine, elle a le choix. Non, elle n'a pas le choix. Elle a une géographie qui la contraint. Il y a un bouquin magnifique dont j'ai oublié l'auteur là, qui s'appelle Prisoners of Geography, et qui étudie justement les contraintes géopolitiques vécues par les grandes puissances, ils prennent 6 ou 7 exemples,
par leur propre géographie. Vous êtes à l'endroit où vous êtes, quoi. Si vous êtes la Corée du Nord, c'est pas comme si vous étiez le Liechtenstein. Et le Canada est par définition aussi prisonnier de sa géographie avec son voisin américain. Absolument. Et ce que ça signifie de bon voisinage. Absolument. Donc ça contraint tout. C'est pas la géopolitique, c'est pas juste une catégorie qu'on a inventée comme ça. C'est ça. Ça renvoie à la nécessité de raisonner d'une certaine façon. Et quand on est un État, et quand on est un chef d'État, et quand on est un appareil d'État, préoccupé du premier devoir que l'on a, à vrai dire, vis-à-vis d'un peuple, c'est-à-dire sa défense stricte, la défense, sa sûreté, eh bien, on ne peut pas faire comme si c'était Mais de ce strict point abstrait. De vue, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le pari que la défense collective de l'Europe occidentale est aujourd'hui meilleure compte tenu de la mobilisation dont nous parle d'ailleurs beaucoup le président français, Macron, qui dit on est dans une économie de guerre. C'est vraiment ce qu'il a dit. Et qu'il fallait faire en sorte d'ailleurs que la France soit à la mesure de cette économie de guerre. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui... C'est une question sans deuxième degré. Est-ce qu'on n'est pas, au total, si la responsabilité, c'est de faire en sorte que les populations soient en sécurité, est-ce qu'on est maintenant davantage en sécurité qu'en janvier 2022? Pour moi, beaucoup moins. Parce que nous avons cautionné un projet qui est un projet américain, qui est un vieux projet, de faire tomber l'Ukraine dans l'escarcelle. Même certains grands diplomates américains avaient déjà prévenu. Dans les années 90, on dit attention, il ne faut pas toucher l'Ukraine. Hein. L'Ukraine, c'est la limite. On peut essayer de grignoter les pays, etc. L'actuel dans l'OTAN. patron de la CIA, ancien ambassadeur américain à Moscou. Je vois que, voilà, Burns, c'est Burns, l'a dit, il l'a expliqué. Niet means no. Voilà, c'est ça. Non veut dire non. Voilà. Donc, nous avons continué, nous continuons, parce que nous ne pouvons pas concevoir que l'ordre international soit un ordre équitable, soit un ordre où chaque grand espace, chaque grande masse soit simplement considérée et respectée. C'est ce qu'on avait voulu faire avec la charte de l'ONU. On voit bien ce qu'est devenu l'ONU aujourd'hui. À force de s'asseoir dessus, et notamment depuis 1990, je ne pense ne serait-ce qu'au conflit yougoslave, mais l'Irak est un bon exemple. Et, je veux dire, on ne se sert pas de l'ONU et on explique que c'est parce qu'il y a un veto et que du coup, comme les Chinois et les Russes sont jamais d'accord avec nous, en fait, ça ne sert à rien l'ONU. Bon. J'en profite pour faire une nouvelle parenthèse parce que c'est une riche conversation. On nous a beaucoup convaincus que cette agression russe en Ukraine était la première guerre sur le sol européen depuis la deuxième. Or, vous étiez aux premières loges d'une autre guerre qui s'est livrée sur le sol européen, en Serbie, enfin en ex-Yougoslavie. Oui, absolument, où là, on a juste décidé, sans mandat, en autosaisine de l'OTAN, sans rien du tout, je veux dire, de notre propre décision, hein, et en montant quand même un certain nombre de choses pour le rendre comestible médiatiquement, on a juste décidé d'enlever une province qui appartenait strictement à la Serbie, le Kosovo, il y avait la Voïvodine et le Kosovo, et d'en faire un petit État. Ah ben voilà. Et alors on a expliqué que tout ça, c'était parce que l'épouvantable Milosevic, n'est-ce pas, mettait en danger les minorités qui étaient devenues la majorité de cette province, mais qui étaient une minorité 40 ans auparavant, les Kosovars albanais. Mais on s'entend pour dire que Milosevic, disons, ne s'était pas illustré par ses meilleures pratiques en matière de droits de l'homme. C'est le moins qu'on puisse dire. Chez ses voisins, par exemple, en Croatie. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, je suis sûre que si on s'intéressait à la personnalité et aux actions de Franjo Tudjman en Croatie, ça pourrait être aussi très intéressant. Et de la même manière, si on s'intéressait à Alija Izetbegovic, qui n'est plus là, mais qui a lui aussi beaucoup sévi et qui a aussi beaucoup contribué, et ça... Je l'ai vu, j'y étais, si j'ose dire, qui a aussi beaucoup contribué à développer l'islamisme politique au cœur de l'Europe, en Bosnie-Herzégovine, avec tous les gens qu'il a fait venir, soi-disant, au secours de ses frères bosniaques. Voilà, je pense à certaines brigades. Vous pensez que le djihadisme aujourd'hui... Je pense à l'argent saoudien pour porter le voile à Sarajevo, je pense à plein de choses, quoi. Bon, voilà. Donc, vous avez l'air excédé quand vous le dites. Oui, mais parce que c'est trop, parce qu'il faut arrêter, parce que ça devient très dangereux. Parce que nous n'avons plus les moyens. En fait, face à nous, il y a des gens là maintenant. C'est plus un terrain de jeu avec
une Chine qui sort de la période maoïste. En culotte courte. Et qui, voilà, va essayer de trouver une rationalité économique, de gérer sa multitude, etc. Bon. Et on n'a plus une Russie... La Russie a compris ce qui s'était passé. La Russie a tiré les leçons de ce qu'elle avait vécu dans les années 90. Ils ont été candides, les Russes. Ils ont cru... je pense que dans les années 90, il y a eu beaucoup de candeur. Oui, il y a eu beaucoup de candeur, et même dans les débuts de Poutine. Même si Poutine a été finalement sélectionné, porté et trouvé non seulement par un certain Berezovski, mais surtout par le système du KGB, qui était finalement la seule chose qui restait à peu près en état de marche dans la Russie des années 90. Voilà. Donc, il n'est pas arrivé tout seul, lui non plus, il n'est pas tombé du ciel. Tout ça, c'est la rationalité de systèmes qui, à un moment donné, se disent on va mourir. Parce que ça si on ne fait pas quelque chose, on va mourir. On va finir par nous démanteler complètement. Ça renvoie aux promesses, et il y a des gens pour le rappeler, faites en particulier par le secrétaire d'État James Baker, donc 90-91, où on disait on vous comprend, on est sensible à vos sensibilités, et nous saurons nous réserver. Nous saurons ne pas vous bousculer. Not an inch further. Not an inch further. Nous n'irons pas plus loin d'un inch en parlant de l'OTAN. Pas un pouce plus loin. Non, mais c'est un mensonge patent. Bon. Est-ce que c'était un mensonge ou il le pensait et lui a été peut-être trahi par ses successeurs? Bon, ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans les petits papiers de l'appareil de M. Baker ni de l'appareil de l'État profond américain. Je ne sais pas. Le résultat, c'est que la machine entière de l'OTAN, alors que le pacte de Varsovie se dissolvait, la machine entière de l'OTAN, elle s'est renforcée et s'est mise à... Effectivement. Et d'ailleurs, à mon époque, si j'ose dire, je suis un peu l'ancêtre, mais enfin, dans les années 90, on expliquait, les responsables américains, jour après jour, semaine après semaine, venaient expliquer aux puissances un peu importantes au sein de l'UE à l'époque, dont la France, qu'il était évident que nous devions accueillir tous ces ex-satellites soviétiques dans l'UE et que en parallèle, le pendant de cette intégration économique naturelle était l'OTAN en termes sécuritaires. Et que tout ça, c'était évidemment la liberté, la démocratie. Et ça pouvait se concevoir à l'époque. C'est-à-dire, je ne suis pas, encore une fois, moi j'observe et j'ai regardé comment ça s'est passé. Voilà. Donc, l'histoire de la liberté, la porte ouverte... Oui, bien sûr. Enfin, on vous aide à rentrer quand même dans les pièces, quoi. Si vous voulez, c'est pas juste vous qui décidez que c'est un bon choix de choisir. Il y a un buffet qui est servi dans la pièce. Voilà, il y a un gros buffet très servi, oui. La démocratie, et si on me donne le choix entre le monde dans lequel je vis et la Chine, je choisis résolument la pilule bleue démocratique. Quelle que soit la valeur de l'équation démocratique aujourd'hui, mais on nous dit qu'elle est menacée, la démocratie, que nous sommes fragiles, et plus encore que la liberté d'expression, peut-être ce que nous faisons, vous et moi, nuit à la démocratie. Est-ce qu'il y a, selon vous, un péril en la demeure pour ce que ça représente et ce qu'est l'équation démocratique, à partir du moment où on se convainc qu'il faut peut-être faire taire tous les fâcheux pour être capable de protéger nos institutions? Parce qu'il y a un pari méphistophélicien ici. Tout à fait. Où on dit, il faut peut-être vendre un peu de son âme pour être capable de protéger celle-ci. Oui, et donc c'est tout à fait, c'est méphistophélique, on peut le dire. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de tellement restreindre, de tellement verrouiller, de tellement appuyer, de tellement faire pression sur tous les gens qui essaie encore d'expliquer que le monde est grand, vaste et qu'il y a il faudrait peut-être le regarder un peu tel qu'il est, pas tel qu'on le souhaiterait idéalement, il y a une telle pression, et je la vis comme d'autres, comme beaucoup d'autres, que si nous on arrête, si tout le monde finit par se taire, on va en fait vers des modes, je dirais pas dictatoriaux, mais des modes de censure, tout simplement. Des modes d'auto-censure, déjà, parce qu'on intègre
de plus en plus la censure, y compris dans les relations sociales, y compris dans tout. Enfin, on est en train, mais ça c'est, j'allais dire, ça c'est un signe précisément d'organisme malade. La démocratie, c'est la liberté d'expression. Ça ne veut pas dire la liberté de dire forcément n'importe quoi, mais ça veut dire en tout cas la liberté de pouvoir exercer son jugement, son esprit critique, son discernement. Or, on est dans des phases où je trouve que dans nos démocraties, y compris ici, on ne vous demande plus d'avoir d'esprit critique. On vous explique l'ennemi est là. On n'ose pas vous dire que c'est l'ennemi quand même, parce que bon, ça aurait des conséquences difficiles. Donc, mais il faudrait peut-être assumer que si c'est l'ennemi, il faut aussi considérer d'aller à la guerre. Voilà, d'abord il faut considérer d'aller à la guerre. Ce que nous ne sommes peut-être pas parfaitement prêts à faire. Non, surtout qu'en plus, on est quand même d'un cynisme achevé. Je veux dire, en ce moment même, la Russie vend du gaz à l'Europe, par exemple. Donc, il faut arrêter. C'est pour qui? C'est pour le bon peuple qu'on raconte des bobards pareils. Bon. Donc, on est dans un... En fait, on ne veut pas que les populations se fassent leur idée, puissent exercer leur bon sens. Et moi, je suis frappée, surtout depuis que j'ai créé Paix et Guerre, du bon sens, en fait, des milliers de gens qui répondent, qui font des commentaires après mes vidéos. Et qui sont très renseignés. Mais pas tous. Mais j'en vois beaucoup et j'en entends beaucoup de gens très renseignés. Alors, il y a beaucoup de gens très renseignés parce que, Dieu merci, là aussi, il y a eu une alternative qui s'est créée devant l'énormité du blackout informationnel. C'est un blackout? Sur l'Ukraine, sur l'Ukraine. Enfin, depuis 2 ans et demi, je pense que on est dans un... C'est guignol, quoi. Je veux dire, on est dans une description soi-disant de ce qui se passe dans le conflit ukrainien. Je ne parle même pas des origines, je ne parle même pas de les forces ukrainiennes qui étaient à l'attaque une semaine avant que la Russie n'entre, de la unprovoked aggression, qui est quand même une énormité. Je ne parle même pas de tout ça, je parle de la description au jour le jour de l'évolution du conflit. On a l'impression qu'on est une agence au service des forces spéciales ukrainiennes ou des services ukrainiens, je ne sais pas. C'est grave, c'est très grave. Vous avez servi. Vous avez travaillé avec les grands mandarins du pouvoir, vous avez enseigné à l'école de guerre, vous étiez dans l'équation technocratique française. Tous vos anciens camarades, influents, peut-être encore un peu aux manettes, alors ils ont pris les distances ou des distances avec vous, vous êtes toxique, ou au contraire, maintiennent la conversation acceptant de vous laisser vous compromettre alors qu'eux garderont... Le deuxième pan de l'alternative est sans doute assez juste. Ce qui est certain, c'est que je sais qu'un certain nombre de gens avec lesquels j'ai pu travailler, mais dans plein de milieux, pas seulement dans le milieu strictement de l'analyse entre le renseignement et l'analyse stratégique, on va dire, qui était propre au service du Premier ministre, mais dans les milieux militaires, bien sûr, et dans d'autres milieux, il y a beaucoup de gens qui savent aussi ce qui se passe. Alors, soit ils sont un peu âgés aujourd'hui, ils ont lâché l'affaire, mais ils continuent à s'intéresser parce que quand vous êtes tombé dedans, vous n'en sortez pas, entre guillemets, intellectuellement. Quand vous avez appris à raisonner analytiquement, et notamment dans les milieux du renseignement, c'est une manière de voir les choses. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir d'idéologie. Mais je ne vous parle pas des anciens, moi, je vous parle de ceux qui sont toujours là, qui ont de l'influence et qui savent peut-être ou partagent des points de vue, ou une vision, mais qui clairement font l'impasse publiquement. Oui, tout à fait, mais il y en a plein. Mais il y en a... Je ne parle même pas de ceux qui s'agitent sur les plateaux pathétiquement et qui vendent leur âme pour je sais pas quoi d'ailleurs, pour un peu d'argent, je sais pas, moi ça m'échappe totalement. Donc, mais même au-delà de ceux-là qui vraiment vont très très loin dans la compromission, avec la vérité, et avec ce qu'ils ont su faire pourtant et leur manière de raisonner, il y a évidemment tout le système, mais le système, lui, il est aussi dans cette crispation. Parce que le système français n'est malheureusement qu'un décalque, un succès d'année, si vous voulez, puisque nous n'avons même plus de ministre des Affaires étrangères. Nous avons un ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Rien que l'intitulé du poste est une... Annonce le programme. Je veux dire, voilà, on n'existe plus. La France n'a pas de politique étrangère propre, non. Ou alors à la marge, de temps en temps. Parfois des bonnes choses, parfois des choses Mais si le ministre des Affaires étrangères était en face de nous, il vous corrigerait sérieux, là. Oh là, très sérieusement, je ne sais même pas, je sais pas ce qui m'arriverait. Mais c'est un fait. C'est un fait. Alors, on est sous influence. Oui, clair. Nous, Occidentaux. Nous, Européens. Ben, je mets le Canada dans le coup. Oui, oui. On n'est pas tout à fait européen, mais on n'est pas non plus américain. Oui, ah bah vous êtes... Mais il y a des Australiens, il y a les Néo-Zélandais. Je pourrais vous dire qu'il y a la Corée du Sud et le Japon qui participent un peu à cette grande famille politique. Tout à fait. Cohérente, du reste, où il ne fait pas mal vivre non plus. On est sous influence. Mais bien sûr, Parce qu'on vous reproche, vous, d'être sous influence russe. Mais c'est facile de l'écrire. C'est facile de vous décrédibiliser. Ah, bah bien sûr. Mais inversement, est-ce que vous pensez que le point aveugle dont nous souffrons peut-être, c'est qu'on est aussi sous influence et qu'on a peut-être accepté d'être sous influence? Oui, alors après, il y a une expression que j'avais apprise, moi, quand j'étais jeune, c'est la tatamisation. La tatamisation des esprits, c'est-à-dire que donc, quand vous arriviez quelque part dans un pays, notamment comme diplomate, il fallait faire attention parce qu'assez vite, oui, on finissait sur le tatami, c'est-à-dire c'est le syndrome de Stockholm, quoi. On est des otages, mais on est des otages consentants et finalement on adore nos bourreaux, nos geôliers. Mais vous voyez l'Amérique ou les États-Unis, pour être plus exact, comme les bourreaux de ce que nous sommes collectivement en Occident? Alors les bourreaux, c'est trop fort, mais certainement les gens qui décident quand même globalement d'une façon appuyée. avec une pression appuyée, avec une pression économique, avec une pression morale, ce qui est quand même un comble parce que nous sommes au comble de la moralité en un mot. L'apostrophe amoralité. Voilà. Donc mais on continue, c'est la moraline, effectivement, la moralisation des conflits. Ça, c'est quand même énorme, si vous voulez. Si la guerre en Irak se justifiait et d'autres pas. Non, mais c'est fou. C'est fou. Et en même temps, je vous suis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre incapacité à contempler le réel, mais j'ai envie d'être une victime consentante. C'est-à-dire que le pari américain, il me plaît. L'idée qu'incarne l'Amérique ou les États-Unis, ça me plaît. Et peut-être que c'est mon conditionnement, et vous pourrez me corriger, peut-être que vous avez pensé la même chose, mais qu'à choisir entre deux malheurs, la lumière des États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale et le parapluie aussi américain, parce que ça a servi beaucoup, ça a été pas mal à beaucoup de monde. Alors, à beaucoup de monde, certainement. À moi, non. Je pense que je suis précocement récalcitrante. Ça doit être quelque part dans mon ADN. D'accord. Donc, j'ai un peu de Très mal. gaulienne. J'ai clairement un peu de mal à ce qu'on me dicte mon comportement, ma limite droite, ma limite gauche. C'est pas parce que j'ai un peu aidé les armées ou que j'ai perdu ma capacité de jugement. Bon. Donc... Et les intérêts de la France ne sont pas ceux des États-Unis. Non. Comme les intérêts du Canada ou de l'Italie ne sont pas ceux des États-Unis. Pays ne sont ceux... Chaque pays a ses intérêts nationaux, qu'ils soient de l'intérêt des États-Unis de dominer économiquement, socialement, intellectuellement, culturellement, politiquement, militairement, stratégiquement l'Europe. C'est recevable. Oui, c'est tout à fait recevable, ça c'est très compréhensible. Quand il y avait l'URSS, quand le monde était vraiment coupé en deux, oui, il y avait une logique à l'OTAN. Alors ça ne voulait pas dire, et le général a très bien su le faire, qu'on était obligé d'être engagé, de se laisser engager, notamment en appartenant à la structure militaire intégrée de l'OTAN, de se laisser engager dans des affrontements où on ne jugeait pas nos intérêts vitaux et nationaux en jeu, en lice, et donc de choisir nos engagements. Mais ça ne nous empêchait pas d'être un bon allié. On l'a été au moment de Cuba, on l'a été à plein d'occasions. Bon. Donc, l'exemple irakien serait bon, c'est-à-dire que la France et le Canada ont choisi de dire ce n'est pas notre guerre. Mais non. Et ont résisté à Bush fils. Oui, et surtout aux fausses preuves et à tout ça, parce que tout ça se savait. Bon. Donc tout ça, c'est une mascarade absolument scandaleuse à laquelle s'est prêté Colin Powell. Très bien. Donc, on a su faire ça, mais ça c'est 2003, ça fait 20 ans.
Et depuis, il y a un long affaissement, un long abandon, un long renoncement qui ne dit pas son mot, donc son nom. Donc voilà, de temps en temps, on fait semblant de ruer dans les brancards, on n'est pas content. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on nous dit. Voilà, et c'est tout le problème. Et sur l'Ukraine, c'est encore pire. Parce que là, nous nous voulons plus royalistes que le roi, parce qu'il y a une supercherie derrière les positions américaines vis-à-vis des Européens. Sur le thème, bon, vous achetez américain, évidemment, les armes américaines, c'est une évidence. Bon, voilà. Mais vous faites ce qu'on vous dit, et si jamais vous prétendez à une autonomie stratégique, qui n'existe pas, puisqu'on sait bien comment marche l'OTAN concrètement, bon, eh bien, alors à ce moment-là, vous en prenez la responsabilité politique cosmétique. Mais si on vous demande de faire quoi que ce soit, on le fera dans le cadre de l'OTAN, premièrement. À la fin, c'est toujours ça. Et donc, nous-mêmes, on fait semblant de croire à ce qui est une clownerie. L'autonomie stratégique de l'Europe en expliquant, mais non, on va être autonome vis-à-vis des Américains maintenant. Alors, s'il fallait que Donald Trump soit élu demain et qu'il revienne au pouvoir avec cette intention de dire aux Européens... Oui, lui, il l'a dit. Lui. Mais, de dire aux Européens, oui, on reste ensemble amis, mais la responsabilité du pacte sécuritaire européen, c'est pour l'essentiel votre truc. Ça. Vous devrez dépenser davantage et être capable de façon opérationnelle d'agir. Dépenser davantage, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'acheter peut-être de la quincaillerie américaine. Voilà, ça veut dire ça, dépenser davantage. Mais déjà, est-ce que l'Europe a les moyens de faire la guerre? Si demain matin, la France devait aller au front. Non, mais l'OTAN n'a déjà pas les moyens de faire une guerre frontale à la Russie aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas à un degré de coordination et on n'a pas les arsenaux. On n'est pas en économie de guerre. Ça aussi, c'est beau, c'est joli, c'est très bien, mais c'est pas vrai. Et la France, elle peut mettre quoi, deux brigades ou 2 divisions éventuellement. Ça fait combien de soldats, ça? Enfin, 2 divisions avec les roulements. Je crois que le chiffre qui avait été donné à un moment donné par je sais plus qui de l'État, c'était 20 000 hommes, mais pas en même temps, vous voyez. En roulement. Voilà. Donc des avions de combat qui peuvent voler demain matin et aller à la guerre. Oui, mais c'est là que notre volonté d'être les bons élèves et d'être plus royalistes que le roi est en train de nous perdre parce qu'on devrait mettre les pendules à l'heure. Et les pendules à l'heure, c'est que les États-Unis sont eux-mêmes en train de tirer les conclusions du fait que militairement, c'est plié en Ukraine. À notre détriment, bien sûr. C'est un fiasco militaire pour, bien sûr, l'armée ukrainienne, mais derrière, pour l'affrontement. Donc, on peut continuer à harceler, on peut continuer à faire semblant, à envoyer de l'argent, mais c'est plus tellement les Américains, là, maintenant. Biden a tiré ses dernières cartouches, c'est nous qui allons nous ruiner encore un peu plus pour aller donner des milliards à l'Ukraine dont on ne sait jamais où ils vont. Mais l'alternative, c'est de laisser les Ukrainiens à eux-mêmes. Et est-ce que c'est même moralement, je dis bien moralement, concevable compte tenu de tout ce qu'on a promis? Alors, ça, parce qu'on a promis beaucoup aux Ukrainiens. On a promis beaucoup aux Ukrainiens, on a promis beaucoup à Zelensky. Je rappelle tout de même qu'il avait été élu sur des promesses de paix et de dialogue avec la Russie. Je rappelle qu'après, il s'est laissé juste embobiner et peut-être, je ne sais pas comment on a réussi à obtenir son accord pour finalement lancer la guerre à outrance sur le thème. Ne vous inquiétez pas, on est derrière, on vous back. Vous aurez tous les armements que vous voulez voilà, quoi qu'il en coûte, si j'ose dire. Quoi qu'il en coûte. Sauf que mathématiquement, c'est pour ça que le réalisme, c'est la seule solution. Si on ne comprend pas qu'il est vital pour la Russie de ne pas laisser l'Ukraine devenir une puissance de l'OTAN, on ne peut pas comprendre la manière dont elle a réagi, la manière dont elle s'est préparée, la manière dont elle s'est renforcée. Si on ne comprend pas la bascule du monde derrière et l'extraordinaire travail diplomatique russe qui est bien antécédent à la guerre en Ukraine. Extraordinaire, c'est pas un jugement de valeur non plus que vous rendez. Non, énorme. Enfin, quand je dis extraordinaire, non, je choisis puissant. À chaque fois de souligner pour qu'on se comprenne bien. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la diplomatie russe... en Afrique particulièrement. En Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie. C'est énorme ce qui est fait. Si vous regardez ce qu'a fait Sergueï Lavrov depuis qu'il est au ministère des Affaires étrangères, puis ça fait plus de 10 ans maintenant.
12 ans. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a toute cette mécanique, toute cette influence grandissante qu'on ne veut pas voir, puisqu'on a décidé que c'était le diable, la Russie. Et on ne comprend même pas, ou on fait semblant, mais alors là, les bras m'en tombent, on ne comprend même pas que quand même l'idée américaine géopolitique derrière, c'est de couper l'Europe de la Russie. Parce que l'Europe plus la Russie, c'est un gros morceau de l'Eurasie, c'est un gros morceau économico-scientifique. Comment ? C'était un rêve gaulien que Absolument. de pouvoir rétablir les ponts entre la Russie européenne et l'Europe. Europe, sauf l'Angleterre, parce que l'Angleterre a toujours eu un contentieux multicentenaire avec la Russie. Absolument, et elle est très très largement à la manœuvre sur plein de choses qui se passent en Ukraine. Donc, on veut être plus royaliste que le roi, et aujourd'hui, où les Américains, à la fois à cause des élections, mais pas seulement, parce que dans la presse anglo-saxonne, il y a beaucoup d'articles, et depuis déjà juillet 23, hein, on est en octobre 24. Juin, juillet, ça a commencé dès que la fameuse contre-offensive ukrainienne, au bout de 3 semaines, on a compris que c'était mal parti. Il a commencé à y avoir des articles dans tous les grands journaux américains, britanniques. Alors c'est perlé, c'est de temps en temps, mais qui laissent entendre que c'est mal barré. Il faut trouver et il va falloir à un moment donné commencer à discuter et commencer à comprendre que jamais la Russie ne va rendre les 4 oblasts, jamais elle va rendre la Crimée, jamais. Il faut commencer à tenir compte de la réalité militaire sur le terrain. On ne fait pas des accords dans des nuages. Mais vous venez de faire la plus improbable des déclarations. Ces oblasts ne reviendront pas dans le giron ukrainien. Alors, si vous dites ça, il est entendu que c'est une bonne chose et donc cet état de fait ne peut être contesté. Or, sur le terrain, il est clair que ça va être difficile à contester. Le terrain militaire. Ah mais oui, c'est en cours là. Les forces russes, jour après jour, grignotent jusqu'aux frontières administratives de ces 4 oblasts. C'est un fait. Et ces 4 oblasts, parce que nous avons déchiré l'accord d'Antalya, Minsk, oui déjà Minsk, mais Antalya en avril 22, tout de suite après le début de la guerre, tout ce qui a été négocié entre les Ukrainiens et les Russes, tout de suite là, au bout de 3 semaines, qui était la solution, c'est-à-dire... Et qui aurait fait perdre beaucoup moins de territoire à l'Ukraine. Mais c'est évident. Et qui l'aurait protégé. Et je ne parle même pas des morts. Je ne parle même pas des plus de 500 000 morts. Non mais à quoi... 500 000 morts, ce chiffre vient d'où? Oh, il vient de tout un tas d'Américains, d'ailleurs, en l'espèce. Parce qu'on a tué cette chose. Personne ne parle de... Ils disent 40 000, les Ukrainiens, bien sûr. 40 000. On leur a remplacé déjà 3 fois leur armée. Donc, 40 000 morts depuis 2 ans et demi. Non, mais c'est crédible. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que la Russie aussi, elle a eu des morts. Donc, ces 4 oblasts, il est politiquement impossible pour Poutine de dire, même s'il le voulait, mais il les a intégrés dans la Fédération de Russie. Donc, c'est impossible, c'est fini. Bon. Et... dans tous ces articles... Son destin est scellé avec ces oblasts ou à ces oblasts? Son destin politique à lui? Sa crédibilité politique interne est liée évidemment à ce qu'il dit. Quand il dit, bon, ok, ça fait, parce que ça faisait depuis 2014 que ces partis-là, et en tout cas Donetsk et Luhansk, demandaient à entrer dans la Fédération de Russie. Et lui, il a dit non. Il y a Minsk, votre autonomie va être préservée. Il y a cru. C'est ce genre d'homme qu'il ne faut pas... Si on se fiche de lui, et notre ancien président Hollande l'a avoué, Madame Merkel l'a avoué, tout ça c'était du flan, bon très bien. On achetait du temps pour permettre à l'Ukraine de se préparer. Voilà. Donc on a créé tout ça, on est responsable de ce qui se passe. Voilà. Et si on veut aujourd'hui sauver ce qui reste de jeunesse et de potentiel à l'Ukraine pour se reconstruire et pour essayer de vivre, il faut faire un véritable accord, mais la grande question, c'est la défiance maintenant. C'est que les Russes ne croient plus trop ce qu'on raconte, même les Américains. Vous disiez, on est sous influence, et l'Europe particulièrement, influence américaine. Comment expliquer qu'aujourd'hui, ce soit Londres et Paris qui soient favorables à l'idée d'employer des missiles moyennes et longue portée, et que c'est
la Maison-Blanche, M. Biden, qui non seulement se fait tirer l'oreille, mais trouve que le pari est risqué, que le jeu n'en vaut pas la chandelle, et même les services de renseignement américains qui disent ça ne changera rien à l'équation stratégique pour nous, mais ça nous met en danger d'une possible glissade vers quelque chose de plus redoutable, évidemment, un scénario d'affrontement direct avec la Russie. Mais bien sûr, mais les Américains ont toujours dit qu'ils n'en voulaient pas de ce scénario d'affrontement direct. Et il est évident, là aussi, on fait semblant. Alors pourquoi est-ce que les Anglais et les Français sont en avant de la main ? Je dirais que c'est un partage des rôles, mais on n'a pas bien compris qu'on était les dindons de la farce dans ce partage des rôles. C'est-à-dire que nous, on continue, on n'en a pas le début du commencement de la moitié d'un moyen. Hein. Bon, premièrement, parce que la Russie, c'est 2,5 millions d'hommes maintenant. Hein, voilà, donc... mobilisés. Le ministère de la Défense russe, avec les dernières incrémentations de troupes, c'est potentiellement près de 2,5 millions d'hommes. Bon, l'armée française, c'est 200 000. 200 000, voilà. Bon. Donc, on croit que Poutine bluffe. Et on fait semblant de Poutine. Alors, il passe son temps à faire dire, à essayer de faire comprendre. Et là, il l'a fait comprendre récemment assez clairement aux Américains qui ont compris, manifestement, que les missiles à longue portée, là, en fait, il a fait dire et il a dit lui-même que donc il considérerait que c'était une entrée en guerre directe de l'OTAN, parce que de toute façon, ces missiles ne peuvent pas être employés sans soutien américain ou otanien direct. Bon. Et donc, que c'était une participation directe, en fait, de l'OTAN au conflit contre la Russie. Et qu'en conséquence, évidemment, il pourrait y avoir quand même, peut-être à un moment donné, des représailles. Et des représailles, pas forcément aux États-Unis, mais des représailles sur des capitales européennes, des représailles ailleurs dans le monde. Et on le voit bien, parce que tous les théâtres sont connectés. Ça aussi, on fait semblant, le Moyen-Orient et l'Ukraine, mais tout ça est très connecté. C'est-à-dire que les bases américaines... C'est le problème d'avoir beaucoup de choses. Hein. C'est comme les gens qui ont beaucoup de patrimoine. 750 bases ou près de 800 dans le monde, ça expose considérablement. Ça expose considérablement. Et on voit bien au Moyen-Orient ce qui se passe. C'est aussi, là aussi, l'Amérique est en train de se dire oula, attention. Et si jamais tout nous échappait, et si jamais ça partait en vrille, quoi. C'est pas l'impression que j'ai du discours officiel de cette réserve ou de cette retenue, et peut-être même de cette pensée, s'il fallait que tout nous échappe. J'ai au contraire, en ce moment, quand j'écoute les dirigeants aux manettes à Washington, une impression de certitude, c'est-à-dire qu'ils sont encore capables d'influencer profondément la donne, même si l'histoire récente ne leur donne pas raison. Il suffit de voir les avertissements répétés de M. Biden à l'endroit de Benjamin Netanyahou, sans aucun effet, mais sans aucun effet. Le secrétaire d'État Blinken, qui, quelques jours après le 7 octobre, fait antichambre pendant des heures pour voir Ben Salman à Riyad, et clairement, le prince héritier, pas du tout impressionné par les Américains. Ah non, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. On a changé d'époque, c'est-à-dire... Mais ils ont quand même besoin de leurs armements. Hein? Mais bien sûr. Parce qu'ils sont toujours clients. Mais bien sûr. Mais ils sont plus aux ordres, en fait. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est comme les BRICS. On explique, c'est la nouvelle OTAN. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus fort. Parce que précisément, chacun des membres, effectivement, il y a des contentieux entre les uns, les autres, les Chinois, les Indiens. Oui, mais ils ont en commun des intérêts. Et en commun au Moyen-Orient, les Chinois, les Russes, les Saoudiens, les Iraniens, qui sont aussi dans les BRICS, avec les Saoudiens. Et même les Émiratis. Les Saoudiens et les Iraniens ont été un peu mariés par les Russes et les Chinois. Oui, mais... Des adversaires absolument irréconciliables il y a quelques années, aujourd'hui, sont prêts à mariage de raison. Mariage de raison. Et tout à fait, ils sont prêts à concevoir et ils mettent en œuvre des manœuvres militaires communes et ils se parlent beaucoup, souvent, constamment, à vrai dire. Donc il y a au Moyen-Orient aussi une évolution
colossal par rapport à ce qui constituait pour nous, comment dirais-je, des points fixes, si vous voulez, de l'évaluation des rapports de force, c'est-à-dire l'Iran contre l'Arabie Saoudite, Israël qui essayait de faire des alliances avec tout le monde autour et tout le monde le faisait. Finalement, il ne manquait plus que les Saoudiens. Il ne manquait plus que les Saoudiens aux accords d'Abraham. Mais la vérité, c'est que les voisins d'Israël auraient bien voulu occulter le problème palestinien et s'entendre avec Israël. Exactement. Et que le caillou dans la chaussure, parce que ses voisins ne sont pas les meilleurs amis des Palestiniens, disons-le. Ah non, et puis beaucoup des puissances de la région parlent beaucoup, mais font peu quand même, concrètement, pour la Palestine depuis très longtemps. Donc, mais est-ce que c'est plié pour les Palestiniens? Parce que dans les faits, ils ont très peu d'alliés. Ils ont très peu d'alliés. Il y a une communauté internationale qui, à répétition, va dire « 2 États, il faut faire ci, il faut faire ça. » Horrible ce que fait Israël. Au total, je me demande si ils ont de véritables alliés et s'ils sont un facteur de l'équation. Alors, moi, je pense qu'il va être très, très difficile, après 1 an de réponse au 7 octobre, avec un bilan humain, civil. Il n'y a pas de mot. Oui, je ne sais pas trouver le mot. On est au-delà de toute idée de proportion, de réponse. Ça n'a plus rien à voir avec ça. Bon, maintenant, c'est le Liban qui est attaqué, carrément, il est attaqué. Voilà, il faut que l'ONU s'en aille, il faut que ci, il faut que ça. Bon, donc là, on est quand même dans un délire qui fait que pour moi, les dirigeants actuels d'Israël jouent contre la sécurité du peuple israélien. Et à l'échelle de la région, heureusement, il y a les Iraniens, les Russes, les Chinois, les Saoudiens, les Américains aussi, quand même. Heureusement, parce que j'étais très inquiet. Là, vous étiez dans l'axe du mal total. Non. Il y a de l'ironie dans ce que je dis, oui, Caroline. Oui, je sais, mais je le prends comme tel. J'adore l'ironie, moi. Donc, tous ces gens-là n'ont pas envie que ça dérape. Alors. Mais qui est capable? Parce que s'il y a une chose qu'on peut donner aux Israéliens, et je le dis très respectueusement, ils sont militairement, en matière de renseignement, quasi omnipotents. Je pense qu'ils font même des fois peur un peu à leurs alliés américains. Ils sont très puissants, très forts. En renseignement, pas forcément militairement, parce que militairement, au bout d'une semaine, il n'y a plus rien. S'il n'y a pas de munitions qui arrivent... Vrai, mais ils ont une armée qui sait faire la guerre, si elle est provisionnée. C'est vrai, elle sait faire la guerre, mais c'est une armée de civils. Et ça coûte très cher. Et ça coûte très cher au pays. Ça coûte très, très cher à l'économie, premièrement, et ça coûte très, très cher, je pense, aussi, et on a de plus en plus quand même d'éléments. Il y a beaucoup de soldats israéliens qui ne veulent plus faire ce qu'on leur demande de faire. Juste, voilà. Je le conçois. Pour des résultats, parce que c'est ça le sujet. Est-ce que Israël est aujourd'hui plus en sécurité qu'il ne l'était? Pour moi, non. Mais je reviens à ma question. Oui, pardon. Mais tout ça fait partie de ce qu'on doit comprendre, parce que vous avez raison, l'économie, le prix social que les Israéliens paient pour cette guerre, mais qui peut faire... moral. Qui peut faire entendre, alors si je dis raison, on dira que déjà c'est un jugement que je porte, mais qui pourra ou a les moyens d'influer le cours des événements en Israël si même les Américains ne sont pas capables de le faire? Alors, les Américains, là, on parle de Blinken, qui est effectivement... mais il est le représentant d'une puissance qui n'a pas besoin de Blinken pour être représenté. Si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Oui, mais si demain le pouvoir changeait à Washington, et notamment si c'était Donald Trump qui revenait, même si Donald Trump est celui qui a permis les accords d'Abraham, de fait. Et il me semble beaucoup plus aligné sur M. Netanyahou que ne l'est l'administration présente. Oui, mais en même temps, je pense qu'il a conscience d'autre chose. Il a une vision quand même beaucoup plus large et moins idéologique que du côté démocrate. Bon, ça c'est assez... Alors, c'est pas un demeuré pour vous que le président Trump? Ah non, c'est l'inverse d'un demeuré. C'est un homme extrêmement intelligent pour moi. Il peut avoir des travers, des ci, des ça, mais qui n'en a pas. Les autres aussi, c'est moins qu'on puisse dire. En revanche, c'est un homme d'affaires, c'est un pragmatique, c'est un vrai pragmatique. Un transactionnel. Un transactionnel complet, exactement. Et c'est ce qu'il faut.
C'est ce qu'il faut aujourd'hui, et y compris pour la sécurité d'Israël. Mais justement, alors je vous prends au mot Oui. pour le plaisir de la conversation. C'est l'administration Trump qui a réussi ces accords d'Abraham. Oui. Vers lesquels se dirigeait l'Arabie saoudite. Oui. Et moi, je suis convaincu que le Hamas, voyant qu'on était en train de les ignorer, c'était le pari d'ailleurs de M. Trump. Il a fermé la représentation palestinienne à Washington. Il a dit, on ne peut pas s'entendre avec eux, c'est toujours très compliqué. On va faire la paix avec tout le monde autour, puis éventuellement, on arrivera aux Palestiniens. Peut-être que je suis en train de réduire un peu l'équation, mais ça ressemblait beaucoup à ça. Et c'est parce qu'on les ignorait, parce que ces accords d'Abraham étaient un succès, et les isolait, je pense que le 7 octobre a eu lieu. Absolument. Donc, d'une certaine manière, la transaction ou le sens de la transaction de Trump a peut-être engendré ce geste désespéré des Palestiniens qui se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je conçois qu'il l'ait fait et que ça a ébranlé tout le monde. Ça a ébranlé tout le monde et ça a déclenché la réaction d'Israël qu'on voit, qu'on connaît, qui elle-même... Alors, est-ce que c'était une convergence tactique d'intérêt, c'est-à-dire que est-ce qu'il fallait en finir avec la question palestinienne comme ils essaient d'en finir actuellement? Mais ce n'est pas fini. Non, mais ça n'est pas fini du tout. Non, mais c'est là que c'est un échec. Parce que là comme ailleurs, et ça devient de nouveau un problème mental, intellectuel, de perception de l'Occident vis-à-vis du reste du monde, ou du reste du monde par l'Occident, cette espèce d'idée qu'on va éliminer les problèmes en éliminant les États, les régimes, les gens, allez, hop, on en finit, paf, paf, ça nous gêne. Bon, ça ne marche plus comme ça, et ça ne marchera pas comme ça. Je l'ai dit, l'Élysée était le théâtre d'une conférence de paix aujourd'hui et hier, je pense. Donc, on se parle le 25 octobre aujourd'hui. Conférence de paix pour faire en sorte que le Liban ne s'embrase pas davantage. Je crois que le risque de guerre civile est certainement présent. Est-ce que la France peut franchement faire quelque chose qui fera la différence? Non, je pense que c'est pas mal d'avoir fait ce qui a été fait, bien sûr, d'avoir récolté de l'argent, mais bon, où va-t-il aller? Comment ça va être fait? C'est toujours la même chose. En revanche, nous sommes dans une telle décrépitude diplomatique et de notre parole, au Moyen-Orient comme ailleurs, précisément. Et je dirais, en ce qui me concerne, moi qui suis assez critique de la politique française vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la sécurité en Europe, je trouve que le président Macron a quand même le courage de dire un certain nombre de choses, alors qu'il est dans une position où effectivement, bon, entre guillemets, il n'a pas la main, il n'a la main certainement pas sur ce que peut faire Israël, certainement pas même sur d'autres puissances dans la région. Mais quand même, il ose dire un certain nombre de choses. Il faut que ça s'arrête, ça ne va pas continuer comme ça. Mais est-ce que c'est suffisant de le dire pour imaginer que ça s'arrête? Ah ben non, il n'y a que l'Amérique qui peut faire en sorte que ça s'arrête. C'est pour ça. Moi, j'espère qu'un nouveau président américain se dira, on va faire un grand bargain. Et pour sauver Israël, il va falloir qu'Israël fasse aussi quelques concessions tout de même, et qu'on trouve une solution à la question palestinienne, et ça va être très très compliqué, mais c'est la seule solution pour que le Moyen-Orient, ou alors c'est la guerre sans fin. Ça peut être une option, ça, hein. Et c'est certainement celle de Benjamin Netanyahou. Mais pour qu'Israël vive enfin un peu en paix et puisse avoir des relations, y compris économiques, qu'il a déjà, avec un certain nombre avec tous les pays quasiment de la région qui entourent, même avec l'Iran, il y en a. Sauf que le rapprochement irano-saoudien change l'équation et change aussi les modes de pression possibles des Américains et des Saoudiens sur les Iraniens. C'est-à-dire les deux pays ont compris que leur développement passait par le fait d'échapper à l'antagonisme qu'on cultive, qu'on nourrit sans arrêt entre eux. Voilà. Et ça, évidemment, ça coupe les ailes d'Israël qui nourrit sa propre action de la haine de l'Iran. L'Iran, c'est le diable. L'Iran, c'est le terrorisme international. C'est quand même très, très fort de café. L'Iran, c'est le terrorisme international. Ils ont quand même été...
Non, mais à part 86, le Drakkar noir et un attentat une fois à Paris, là, tout le reste, c'est l'Iran? Du point de vue, je vous dirais, des Soyons navires marchands qui croisent dans le Golfe, les Houthis, c'est peut-être pas Ah du non, tout... mais ça, c'est post 7 octobre. Oui, mais ça a toujours été une présence. Et puis, du point de vue des Israéliens, Mais vous qui a diront, lancé la guerre contre les Houthis? C'est l'Arabie Saoudite. on est parfaitement d'accord. Et qui avait décidé en 2023, au moment où ils ont rétabli leurs relations avec les Iraniens officiellement grâce aux Chinois, grâce aux Russes, etc., qui avait décidé d'arrêter la guerre du Yémen? Parce que franchement, ça coûtait très cher, c'était désastreux en termes d'image et ça ne marchait pas. Donc, parce que les Houthis, ils ont beau porter des sandales, ils sont quand même assez énervés quand même. Hein. Donc, c'est aussi Ben Salman qui a décidé d'arrêter les frais, d'arrêter cette guerre dans laquelle, finalement, il avait été poussé. Et ils ont investi beaucoup. Ils ont investi beaucoup, mais ils perdent tellement aussi en termes d'image. Lui, il veut faire autre chose, en fait. Et je crois que là, il y a une convergence avec les Iraniens qui veulent aussi sortir de l'étau des sanctions, se développer régionalement, et éventuellement retrouver des relations avec le reste du monde. Est-ce que c'est un régime qui pourrait changer, selon vous? Je parle du régime iranien, c'est-à-dire que cette volonté d'ouverture et de relaxation des sanctions internationales pourrait aussi signifier politiquement quelque chose qui nous serait plus sympathique, parce que c'est évident que quand on regarde ce régime des barbus à distance, vous êtes une femme, j'imagine que vous ne trouvez pas que c'est totalement sympathique non plus. Non, c'est pas totalement sympathique non plus, c'est vrai. Mais je ne vois pas déjà de quel droit je vais leur expliquer qu'ils doivent... surtout quand on sait comment l'imam Khomeini est arrivé au pouvoir, quand on sait comment ça s'est passé avec le Shah, quand on sait comment le Shah est arrivé au pouvoir. Tout ça, c'est des jeux occidentaux et on est, comme chaque fois, comme avec Ben Laden, comme avec d'autres, on est chaque fois, joué par nos propres jouets. Non, mais on est, à un moment donné, le jouet se retourne contre nous. Le jouet se retourne contre nous et poum, c'est contre nous qu'il tire. Bon, donc il faut quand même un peu de lucidité, un peu d'humilité, un peu d'humanité, beaucoup d'humanité, et un peu de respect pour... si vous voulez, pour moi, les sanctions, ça tape quoi? Ça tape, comme d'habitude, les populations. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est on veut ruiner la société iranienne jusqu'à ce qu'elle se rebelle contre son régime. C'est toujours la même chose. Bon, c'est toujours la même idée. En étant convaincu à l'avance que ce nouveau régime sera nécessairement meilleur. Voilà. Où est-ce que ça a marché? À part en peut-être Libye, c'est pas très fort en Afrique en ce moment. du Sud, à l'époque. Oui. Voilà. Vrai. Voilà un exemple où les sanctions économiques ont forcé un changement. Voilà. Mais c'était il y a 35 ans. Quoi. Bon, c'est ça. Donc il faut arrêter avec tout ça. Je pense que la société iranienne évoluerait, et de toute façon, le régime iranien auquel qu'on voue hégémonie à tort ou à raison, mais le régime iranien, ils ont quand même oublié d'être idiots. Hein, donc, ils ont très bien compris qu'il fallait aussi lâcher la bride sur certaines choses, et c'est ce qu'ils ont fait, notamment après ce qui s'était passé il y a 2 ans maintenant déjà, sur le voile, la jeune femme qui avait péri, etc. La loi existe toujours, sa pratique, c'est une autre affaire. Voilà. Oui, mais oui, je suis d'accord, mais c'est pas le plus inspirant des régimes. Non, mais bien sûr. Mais vous me direz quel régime est... Mais c'est comme si on venait dire demain, le régime canadien, c'est pas un régime inspirant de notre point de vue, à nous, Chinois, Français. Russes, Français, ou je ne sais quoi. Et donc, on va vous déposer, là, voilà. On va vous étouffer. Et puis, quand vous serez bien mort économiquement, on espère que votre population va venir vous couper la tête. Ce qui est bien en France, c'est qu'on n'a pas besoin de ça pour avoir envie de couper la tête à ceux qui gouvernent. Vous faites ça très bien entre vous. Oui, écoutez, voilà, alors, moi je pense... Pardonnez le segue pour parler en franglais, ou le virage abrupt, mais on parle beaucoup de guerre civile aujourd'hui dans les conversations, dans notre monde, dans notre proximité, dans la banlieue la plus proche de chez nous, et aux États-Unis particulièrement. Et j'ai toujours, moi, l'impression ou l'intuition que le risque de guerre civile il est plus grand en France qu'il l'est aux États-Unis. Quand je dis guerre civile, en fait, de troubles sérieux. C'est très difficile à évaluer. Qu'il y ait des situations assez brûlantes, ce qui est sûr. En fait, pour faire simple, je dirais que c'est plus explosif
qu'on ne l'imagine en France, alors qu'aux États-Unis, on tient pour acquis que ça va péter. Oui, ce serait... Oui, probablement. Et je dis, c'est possible que ça pète, mais je crois qu'il y a des risques de dérapage extrêmement sérieux dans ce pays. Oui, mais alors la question, c'est quel serait déclencheur? Quels seraient les flamèches, les mèches. Ce qui est sûr, c'est 60 milliards de compression budgétaire, des gens qui sortent dans la rue, et. Oui, mais c'est aussi parce qu'on mène des politiques tellement anti-travail, anti-développement, on est miné dans ce pays, enfin selon moi, depuis des décennies, que ce soit les gouvernements de droite ou de gauche. J'aime toujours cette expression, mais j'ai jamais su qui l'avait dite au départ, je m'en souviens plus. En France, il y a deux gauches dont une s'appelle la droite. Donc, en fait, on est dans des politiques qui sont complètement absconses. Là aussi, on est coupé du reste du monde. On ne se rend pas compte. On est un pays où, de mon point de vue, on ne travaille absolument pas assez. On n'encourage absolument pas assez la réussite, l'argent. On est coincé dans des vieilleries idéologiques. Voilà. Alors, on compense par le carnet de chèques, c'est pas compliqué, la paix sociale. Alors, on fait des chèques partout. Puis à un moment donné, oh mon Dieu, mais nous sommes au bord de la faillite, mais c'est horrible. Alors, il va falloir maintenant faire des compressions. Donc, effectivement, c'est là qu'on met les choses en danger. Et ensuite, ce qui met vraiment, pour moi, le pays en danger de trouble, c'est ce divorce que l'on nie entre nos élites, quote, air quote, unquote, nos élites, qu'elles soient politiques, intellectuelles, médiatiques, qui continuent à diffuser une espèce de discours à la fois martial et lénifiant et des mensonges, mais gros, alors sur les questions internationales. Non, mais les questions internationales, c'est pas seulement loin, ça a un impact direct. Ce qui se passe avec la Russie, ce qui s'est passé avec le gaz russe, etc. Tout ça, ça impacte la croissance européenne et la croissance française. Et la vie au quotidien. Et la vie au quotidien, c'est la géopolitique dans votre assiette. C'est l'expression que j'adore, mais un jour, ça m'est venu. Je me suis dit, je devrais faire une émission qui s'appelle la géopolitique dans votre assiette. Bon, bref, on verra un jour. En tout cas, c'est mon expression. Voilà. Bon, donc droit d'auteur. Droit d'auteur, absolument, droit d'auteur. Oui, c'est vrai. Il faut réfléchir économiquement. Donc, il y a ça, il y a ce divorce entre ces élites et la population qui ne se sent plus du tout représentée, comprise, écoutée, entendue. Mais pas seulement sur le thème de la calinothérapie, si vous voulez. Parce que les gens ont beaucoup de bon sens. Quand on leur parle un peu sérieusement, quand on arrête de les prendre pour des imbéciles et d'essayer de les abrutir avec des mensonges, ils sont contents. Ils sont beaucoup plus... voilà, ils sont des gens... même les gens qui n'ont pas de formation académique poussée, qui n'ont pas ci, qui n'ont pas ça. Donc moi, je pense que c'est ça l'enjeu, en fait. Si on veut éviter la guerre civile, c'est ça. Il faut reconnecter. Et pour reconnecter, il faut que le haut du panier comprenne qu'il est parti dans des sphères d'abstraction et de mensonges dont il faut qu'il redescende très vite pour proposer aux gens des solutions concrètes. Et ça permettrait même d'être beaucoup plus exigeant, parce que je pense aussi qu'il faut expliquer quand même à la France qu'elle ne vit pas dans sa bulle et qu'il faut regarder un peu le travail, comment travaillent les autres pays, comment se développent les autres, comment ça marche en fait ailleurs. On n'est pas le phare du monde, il faut arrêter avec ça. On n'est pas le phare du monde, on est un pays extraordinaire que j'adore, plus que tout, que j'aime, mais on a des gros défauts quand même. C'est marrant parce que vous déclarez cet amour à la France et c'est comme si c'était une valeur ringarde que d'être nationaliste dans le monde d'aujourd'hui. Nationaliste patriote. Moi, je suis patriote plus que nationaliste, parce que le nationalisme, vous savez, ça j'apprécie la distinction, tout à fait. Cette connotation plutôt guerrière, défensive, etc. Moi, je pense qu'il faut aimer. La souveraineté, c'est pas un gros mot. La souveraineté, c'est une vertu. C'est fabuleux, la souveraineté, c'est un atout. Et d'ailleurs, les grands pays qui sont en train de faire en sorte de dominer la planète, et je ne pense pas qu'à la Russie et qu'à la Chine, plein d'autres, des petits pays parfois. La Turquie, mais même des petits pays, même des pays africains. Ils ont ça, ils ont cette volonté
de ne plus se faire imposer totalement leur politique, leurs décisions, Alors, bien sûr, il y a des dépendances, bien sûr, il y a des réalités économiques, financières, etc. Mais il y a quand même une fierté aussi. Les frontières, ça existe. C'est pas fait pour les chiens, les frontières. Et c'est tout le problème de l'Europe qui fait semblant qu'il n'y a plus de frontières, on est tous pareils, mais c'est pas vrai. Je le sais plus que quiconque, il y a des frontières culturelles à l'intérieur de l'Europe entre des pays soi-disant très proches qu'on n'imagine même pas. Donc on est tous différents. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas. Je ne suis pas anti-européenne, moi, c'est pas du tout le sujet. Mais pourquoi se nier? Mais sans gommer les souverainetés. Oui, les souverainetés, les spécificités, la culture, l'histoire. Bon. Ma dernière question, parce que j'ai eu une longue conversation à peu près à la même période l'an dernier avec Andrei Markovitch, qui est grand traducteur d'auteurs russes, particulièrement de Dostoïevski, qui a un point de vue radicalement différent au vôtre. Et je vous aime tous les deux. Et c'est mon drame, c'est-à-dire que c'est pas un drame. Non, c'est bien, c'est une richesse. Mais en fait, que dit-il? Il est convaincu comment dirais-je, du mal absolu qu'incarne Poutine. Mais ça n'a pas tellement d'importance. Pour moi, c'est le monde dans lequel on est. C'est-à-dire qu'à cette table-ci, la conversation serait très difficile avec vous parce que vous avez des visions radicales. Vous êtes tous les deux intelligents, différemment formés, mais supérieurement intelligents. Et je sais que c'est le fait de plein de gens qui nous écoutent. Où trouver l'équilibre dans un univers où les gens convaincants, intelligents, capables de développer un argument, sont de moins en moins capables de dialoguer. Peut-être que André voudrait dialoguer, là, mais vous comprenez. Moi, en tout cas, je voudrais bien, mais c'est le... Mais je donne cet exemple, il est pour l'anecdote, parce qu'on pourrait multiplier. Oui, bien sûr. Et j'aime faire entendre des voix qui, justement, ne sont pas d'accord sur ces choses. Et vous êtes une rare voix, parce que la vôtre demande aujourd'hui un peu de courage, compte tenu de ce que... Il y a un consensus, en tout cas, qui n'est pas tout à fait en accord avec ce que vous dites et pensez. Oui, mais voilà, rendez-vous dans quelques temps, quoi. Je veux dire... Enfin, moi, j'ai été formée à l'analyse stratégique, j'ai été formée à la diplomatie, j'ai été formée à la négociation, au dialogue. Donc, forcément, je n'ai pas de problème pour dialoguer avec des gens, sauf si ça vire à l'insulte. Mais à partir du moment où on est respectueux et c'est très enrichissant de toute façon. Ça ne veut pas dire que je vais avaler tout ce qu'on me dit. Non, mais on peut bouger. Voilà, mais en revanche, je peux bouger. Enfin, c'est ça le monde en fait. C'est ça la vie. C'est ça la culture. C'est ça l'humain. Sinon, on devient des petites machines. On nous branche sur un ou sur deux. Vous êtes le diable. Binaire. Vous êtes le bon Dieu. Vous êtes ci. Vous êtes ça. Bon, Poutine. Oui, bon. Mais c'est Poutine, voilà, c'est le chef d'État de la Russie. Et on fait avec. Et on fait avec, c'est comme ça. Nous avons Emmanuel Macron. Nous, on ne sait plus tout à fait qui on a. C'est encore... c'est encore autre chose. Aux États-Unis, on va bientôt savoir. Parce que sinon, en fait, on se scie la branche sur laquelle on est assis, parce qu'il n'y a plus de démocratie dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, les soi-disant démocrates, c'est comme... on peut toujours penser à ceux qui décident ce qui est fake news, pas fake news, etc. C'est énorme, ce truc. Donc, on décide demain, c'est lui le maître du... Mais je suis désolée, Poutine, dans les élections, les scrutins, alors on va me dire, ça fait très très longtemps qu'il est là, ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant qu'il est là, bon... Oui, bien sûr, il y a une manière d'organiser le paysage politique russe. Qui n'est pas exactement... Non, mais... En France, nous avons aussi un paysage politique qui est fait, ce qu'on appelle l'opposition contrôlée, ça existe tout ça. C'est pas, nous ne sommes pas de blanches colombes. C'est la diversité mondiale. C'est comme ça. Faut travailler avec les gens qu'on a en face de soi. Voilà. J'arrête là-dessus. Nous ne sommes pas les blanches colombes que l'on croit être et j'en suis absolument convaincu que ce n'est pas ce que nous sommes. Voilà. Caroline Galacteros, merci beaucoup. Si on veut vous voir, on se rend sur votre chaîne YouTube. Absolument. Paix
et guerre, et non pas guerre et paix. Oui. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, s'il vous plaît, likez-nous, aimez-nous, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toute la différence. Jeanne Croteau était à la réalisation, c'est Philippe Lorange qui fait la recherche, Stéphane Bureau au microphone. Excellente semaine, Caroline, merci beaucoup. Ça a été tonique, disons comme ça. J'espère que ça l'a été pour Grande joie. vous. Au revoir. Au revoir.